Salut à tous! Dans cette vidéo, on va commencer à parler de la couche qui permet de transiter les segments à travers le réseau, le Network Layer. Alors petit rappel, le message qui est créé au niveau de l'Application Layer est ensuite passé au Transport Layer qui ajoute certaines informations, telles que les numéros de port, numéros de séquence, de hack, etc. Ensuite, ce segment est passé au Network Layer qui ajoute certaines informations dont on va parler maintenant, et le tout forme ce qu'on appelle le datagramme. J'attire votre attention sur le fait que l'Application Layer et le Transport Layer étaient construits uniquement dans les deux autres qui communiquent et pas dans tous les routeurs intermédiaires qu'il y a dans le réseau. Maintenant, vous allez voir dans le Network Layer que cela est construit à la fois dans les autres et dans les routeurs. C'est donc un système bien plus complexe qui est global, et c'est pourquoi j'ai choisi de le faire en deux vidéos. Ça tombe bien parce qu'il y a deux fonctions essentielles dans le Network Layer. La première de ces fonctions, c'est ce qu'on appelle le forwarding. C'est une fonction qui est interne à chaque routeur et qui détermine pour chaque datagramme qui arrive sur un lien, sur quel autre lien est-ce qu'il faut l'envoyer. Et la deuxième fonction, c'est ce qu'on appelle le routing, et cela, ça concerne un ensemble de routeurs qui vont déterminer quels sont les meilleurs chemins que les datagrammes doivent prendre. Alors on va parler du forwarding dans cette vidéo, on parlera du routing la prochaine fois. Pour comprendre le forwarding, il faut comprendre deux protocoles principaux, le protocole IP et le protocole DHCP. Et pour cela, il faut d'abord comprendre ce que sont les adresses IP. Pour comprendre les explications qui vont suivre sur les adresses IP, il faut absolument que vous sachiez ce que c'est que le binaire. Si ce n'est pas le cas, regardez la vidéo représentation binaire, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Alors une adresse IP, c'est tout simplement un nombre qui permet d'identifier une interface dans le réseau. Donc par exemple, quand vous êtes connecté à Internet avec votre ordinateur, vous avez une carte réseau, et cette carte réseau a une adresse IP. Si c'est assez rare, mais vous avez deux cartes réseau, une par exemple pour le Wi-Fi et une pour la 4G en même temps, vous aurez deux adresses IP en même temps. Et un routeur qui est connecté à 4 liens, il aura 4 adresses IP. Il faut aussi savoir qu'il y a deux types d'adresses IP, les adresses IPv4 et les adresses IPv6. Mais ici, on va parler uniquement des adresses IPv4 pour simplifier. Alors, une adresse IPv4 standard, c'est un nom constitué de 32 bits. Donc, ça fait un nombre assez long en binaire, donc on a décidé une notation conventionnelle pour les représenter de manière plus simple. On coupe ce nombre de 32 bits en 4 blocs de 8 bits, et ensuite on les convertit de manière indépendante en décimales. Ça nous donne 4 nombres décimaux, et on les relie avec des points. Donc, comme c'est un nombre sur 32 bits, ça veut dire qu'il y a 2 puissance 32 différentes adresses IPv4 possibles. Et chacun des blocs décimaux va de 0 jusqu'à 2 puissance 8 moins 1, ce qui fait 255. C'est-à-dire qu'on peut ordrer et compter les adresses IP, et la première adresse IP, ce sera 4 fois le nombre 0, et la toute dernière adresse IP, ce sera 4 fois le nombre 255. Et si je prends par exemple l'adresse IP 192.168.10.9, l'adresse suivante, ce sera l'adresse 192.168.10.10. Maintenant qu'on a défini ce que c'est qu'une adresse IP, on va définir ce que c'est qu'un bloc d'adresse IP. Donc considérez par exemple cette adresse IP, et considérez les 7 suivantes. Les 8 adresses IP qui sont là sont consécutives, elles forment ce qu'on appelle un bloc. Alors si vous regardez leur représentation binaire, vous voyez que les 29 premiers bits sont les mêmes et que seuls les 3 derniers bits sont différents. Ces 29 premiers bits, on appelle ça le préfixe commun de ce bloc. Et donc, au lieu de noter toutes ces adresses IP, on peut simplement noter le bloc en prenant une de ces adresses IP au hasard et en mettant /29 pour désigner le bloc où tous les 29 premiers bits sont les mêmes et seulement les 3 derniers bits sont différents. Si je vous parle de ça, c'est parce que les adresses IP ne sont pas distribuées au hasard. Elles sont distribuées par bloc à des ISP qui ensuite les vendent aux différents utilisateurs. Et je vais vous le montrer maintenant avec un exemple du réseau suisse, mais avec des adresses IP fictives. Donc si je prends par exemple le réseau Switch au niveau national qui possède disons un bloc de toutes les adresses de 154.20.0.0 jusqu'à 154.20.255.255, c'est-à-dire donc le bloc 154.20.0.0/16, parce que les 16 premiers bits sont les mêmes. Ensuite, on a les différents ISP locaux comme Swisscom, Sunrise, Salt qui viennent acheter des sous-blocs de ce grand bloc au réseau Switch. Donc par exemple, Swisscom achèterait le sous-bloc d'adresse qui va de 154.20.7.0 jusqu'à 154.20.7.255, c'est-à-dire le bloc 154.20.7.0/24. Et ensuite, par exemple, une petite entreprise veut fournir du Wi-Fi à ses employés. Alors elle décide d'acheter à Swisscom 16 adresses IP. Swisscom va lui donner les adresses depuis 154.20.7.0 jusqu'à 154.20.7.16, c'est-à-dire le bloc 154.20.7.0/28. Et au sein de l'entreprise, on a donc une adresse pour le côté intérieur du Wi-Fi
et jusqu'à 15 employés connectés en même temps. Cette zone forme ce qu'on appelle un subnet, un sous-réseau où les adresses IP partagent un même préfixe. Maintenant qu'on a vu comment identifier chaque point du réseau, on va voir comment le protocole IP permet de transiter les différents datagrammes. Donc dans votre ordinateur, le segment est passé au network layer, on y ajoute deux champs principaux. Le premier, c'est l'adresse IP source, celle de votre ordinateur, et le deuxième, c'est l'adresse IP de destination, là où vous voulez envoyer votre segment. Donc si par exemple votre ordinateur a comme adresse IP 1.10.4.0 et que vous voulez envoyer un segment à une adresse de destination que vous avez obtenue par DNS et qui est par exemple 1.4.1.3. Ce datagramme va être envoyé au routeur auquel vous êtes connecté, donc c'est en général votre borne Wi-Fi. Et admettons que ce routeur ait 3 liens. Le routeur contient une table qu'on appelle forwarding table et contient une liste de blocs d'adresses IP avec des liens associés pour dire si l'adresse IP de destination correspond à un de ces blocs, sur quel lien est-ce qu'il faut envoyer ce datagramme. Donc dans cet exemple, vous voyez qu'il y a 3 blocs avec 3 liens associés. Vous voyez que l'adresse IP de destination correspond au 3e bloc, c'est-à-dire qu'on va envoyer le datagramme sur le lien 3. Donc le datagramme arrive ensuite au routeur suivant, qui a 4 liens et une autre forwarding table, que je vous mets ici. Chaque routeur dans Internet en a une. Et donc vous voyez selon cette table que l'adresse IP de destination dans le datagramme correspond au 3e bloc dans cette table, c'est-à-dire qu'on va envoyer le datagramme de nouveau sur le lien 3. L'autre ordinateur va recevoir le datagramme et il voit dans le champ de l'adresse IP de destination sa propre adresse IP. Et donc il sait que c'est pour lui et il en extrait le segment et ensuite il en extrait le message comme on a vu avant. Lorsqu'il veut envoyer une réponse, il crée un autre datagramme, il met son adresse IP comme adresse IP source et il met l'adresse IP de votre ordinateur comme adresse IP de destination. Et le datagramme va de nouveau être envoyé à travers les différents routeurs et arriver jusqu'à votre ordinateur par le même procédé. Maintenant, on va parler du deuxième protocole, DHCP, qui permet d'obtenir une adresse IP lorsque vous arrivez dans un subnet. Donc par exemple, vous entrez dans un café, vous voulez vous connecter au réseau Wi-Fi, vous avez besoin d'une adresse IP pour communiquer. Donc vous allez envoyer un message DHCP à la borne Wi-Fi qui contient un serveur DHCP pour que le serveur DHCP vous donne une adresse IP. Ce message DHCP, il va être mis dans un segment UDP par convention avec comme port de destination 67 et ensuite il va être mis dans un datagramme et comme adresse IP source et destination, vous ne savez pas quoi mettre parce que vous n'avez pas encore d'adresse IP et vous ne connaissez pas l'adresse IP du serveur DHCP. Donc par convention, on a décidé que l'adresse IP source, dans ce cas-là, serait 4.0, et l'adresse IP de destination serait l'adresse IP de broadcast, c'est-à-dire de diffusion, qui est 4 x 255. Après un certain nombre d'échanges dont je vous passe les détails entre votre client DHCP qui est dans votre téléphone ou dans votre ordinateur et le serveur DHCP qui est dans la borne Wi-Fi, vous allez obtenir 4 informations essentielles. La première, c'est votre adresse IP avec laquelle vous allez communiquer par Internet. La deuxième information essentielle, c'est l'adresse IP du serveur DNS local. Donc comme ça, vous pourrez faire des requêtes DNS. Et ensuite, il y a une troisième information, c'est l'adresse IP du default gateway, c'est-à-dire le routeur auquel vous allez envoyer des datagrammes si ceux-ci sont destinés à quelqu'un qui est en dehors du subnet. Et la quatrième information, c'est ce qu'on appelle le subnet mask, c'est-à-dire le préfixe qui est utilisé dans le subnet. Ces deux dernières informations, vous saurez plus tard pourquoi elles sont utiles, on les utilise dans le link layer. On a vu maintenant l'essentiel de la fonction forwarding, vous savez maintenant comment est-ce que transitent ces datagrammes à travers le réseau. Vous avez vu que ça dépend de ces tables qui sont présentes dans chaque routeur. Alors d'où est-ce qu'elles viennent ces tables? Comment est-ce qu'elles apparaissent? Est-ce qu'il y a vraiment un informaticien qui vient dans chaque routeur pour dire si l'adresse IP correspond à tel bloc, il faut l'envoyer sur tel lien, si elle correspond à tel autre bloc, il faut l'envoyer sur tel autre lien? Rarement. Ça arrive des fois qu'il y ait de la configuration manuelle, c'est-à-dire quelqu'un vient pour configurer les tables, mais dans l'immense majorité des cas, cela est fait en temps réel. Ces tables sont créées et modifiées par des algorithmes et des protocoles qui constituent ce qu'on appelle le routing. Donc c'est la deuxième fonction du network layer. Comment est-ce que cela fonctionne? Eh bien, vous le saurez dans la prochaine vidéo. À bientôt.